Il est 8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une heure d'actualité israélienne et internationale depuis donc ce studio Kalita que vous pouvez des émissions que vous pouvez suivre depuis notre application Studio Kalita que vous pouvez télécharger sur Apple Store ou Google Play. Bien entendu, vous pouvez nous suivre aussi sur notre site studiokalita.com. Une heure d'actualité donc ce matin avec dans quelques instants les principaux titres de l'actualité israélienne et internationale. À 8h15, notre premier invité, il s'agira de David Temstedt, qui est le porte-parole du parti Chasse, du porte-parole francophone en tout cas, du parti Chasse. Nous parlerons avec lui des problèmes de coalition et de cette crise au sein de la coalition que connaît actuellement la coalition et le gouvernement israélien. 8h25, Eliana Gerfinkel nous rejoindra pour nous parler d'une page d'histoire dans Un jour, notre histoire. 8h35, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h50, notre dernier invité, l'invité de la seconde partie de cette émission sera Myriam Lezer, qui est la directrice adjointe de Kalita et qui nous parlera d'une soirée, une soirée organisée par les EI en Israël et qui a eu lieu samedi soir. Nous en saurons un peu plus sur le contenu de cette soirée. Ce sera donc à 8h50. Restez avec nous pour cette heure d'actualité. Nous commençons immédiatement avec le premier journal et Binyamin Netanyahou qui n'est pas intéressé par des élections anticipées. C'est ce qu'il a en tout cas déclaré avant de s'envoler samedi soir pour la capitale américaine. Et s'il y a de la bonne volonté, moi j'ai de la bonne volonté. J'espère que les autres partenaires en ont aussi. Si c'est le cas, ce gouvernement pourra finir normalement ses jours à la date fixée l'an prochain. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien. Binyamin Netanyahou se trouve donc à Washington. Il s'est entretenu hier soir avec le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, un entretien téléphonique qui a duré assez longtemps, dit-on, dans le but de trouver une solution permettant de désamorcer donc ce conflit politique. Binyamin Netanyahou est confronté à une crise gouvernementale à propos de la mobilisation des jeunes ultra-orthodoxes dans l'armée. Les partis ultra-orthodoxes menacent de ne pas voter le projet de budget 2019 si le Parlement n'adopte pas une loi permettant aux jeunes ultra-orthodoxes d'être exemptés de service militaire. Une précédente loi sur une telle exemption avait été votée par le Parlement et a été annulée l'an dernier par la Cour suprême, et le gouvernement devait rédiger une nouvelle loi d'ici le mois de septembre. Les chefs des partis orthodoxes restent sur leur position. Nous leverons la main en faveur du budget une fois que la loi contre l'enrôlement des Bnei Yeshivot sera adoptée en troisième lecture par la Knesset. C'est ce qu'on dit du côté des Haredim, des ultra-orthodoxes. La balle est dans le camp du Premier ministre. S'il veut régler cette affaire, il peut le faire très rapidement. A aussi déclaré un des chefs de ces partis orthodoxes. Même son de cloche pour le ministre de l'Éducation qui se trouve lui aussi à Washington. Naftali Bennett a déclaré: si Binyamin Netanyahou le veut, il peut régler cette crise en moins de 20 minutes. Est-ce que Binyamin Netanyahou a généré cette crise pour détourner l'attention du public des affaires dans lesquelles il était impliqué? C'est l'une des questions que nous poserons à David Temstedt, qui est le porte-parole francophone du Chasse et qui sera notre invité dans quelques minutes. Binyamin Netanyahou et son épouse sont arrivés hier à Washington pour une visite officielle de 5 jours. Au cours de ce séjour, le Premier ministre israélien doit rencontrer le président américain. Ce sera la 5e rencontre entre ces deux amis. C'est ainsi que Binyamin Netanyahou a qualifié Donald Trump. La 5e rencontre donc entre les deux hommes depuis l'entrée du président américain à la Maison-Blanche. Netanyahou aussi devrait demander
à Trump que tout amendement à l'accord nucléaire avec l'Iran limite son programme de missiles et de recherche. Le Premier ministre et sa femme Sarah sont arrivés donc hier matin à Washington. Ils ont reçu un bouquet de fleurs et une lettre de bienvenue de Melania Trump, l'épouse du président, qui a écrit « Nous espérons que vous apprécieriez votre séjour à Blair House ». Blair House est la résidence des invités de marque du président américain. Demain, Benjamin Netanyahu doit prononcer un discours devant les membres de la très importante et influente organisation AIPAC, AIPAC étant le lobby pro-israélien le plus important aux États-Unis. Puis jeudi, le Premier ministre participera à une cérémonie en l'honneur de Nathan Sharansky à l'occasion de son anniversaire et visitera une exposition consacrée à Jérusalem qui se tient au siège des Nations Unies à New York. Et au cours aussi de sa rencontre, aujourd'hui avec le président Trump, Benjamin Netanyahu invitera le président américain à participer à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, une inauguration qui doit se tenir le 14 mai prochain. Le président, et justement, concernant Jérusalem, le président du Guatemala, Jimmy Morales, a emboîté le pas à son homologue américain en annonçant dimanche le transfert à Jérusalem de l'ambassade de son pays. Jimmy Morales a annoncé que l'ambassade du Guatemala sera inaugurée 2 jours après l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, une inauguration qui doit avoir lieu le 14 mai 2018. Donc, dans quelques semaines, Benjamin Netanyahu a salué dans l'après-midi hier l'importance décision du Guatemala. D'autres pays reconnaîtront Jérusalem et nous annoncerons le transfert de leur ambassade. Un deuxième pays l'a fait et je le répète, il y en aura d'autres. Ce n'est qu'un début et c'est important, c'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement dans un communiqué. Le président Morales avait défendu le soutien de son pays à la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le Guatemala avait voté contre la condamnation de l'ONU avec d'autres pays comme le Honduras, le Togo et la Micronésie. Revenons à l'Iran avec le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui va aujourd'hui tenter à Téhéran de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien tout en demandant des gages à l'Iran sur son programme balistique et ses ambitions régionales. Il s'agit de la première visite en Iran d'un responsable d'un des 3 pays européens co-signataires de l'accord. Nous voulons préserver l'accord nucléaire parce qu'il fonctionne, qu'il est robuste et que les Iraniens le respectent et voir comment faire mieux pour le préserver. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie française avant de s'envoler pour Téhéran. Mais le ministre français mettra aussi sur la table d'autres sujets comme l'arsenal balistique iranien et plus généralement l'attitude de l'Iran au Moyen-Orient que Paris juge de plus en plus arrogante. La police a annoncé que l'attaque hier à la voiture bélier commise dans la ville d'Akko et qui a légèrement blessé 2 soldats, un garde-frontière et un civil, était un attentat terroriste. La police a déclaré connaître l'identité du conducteur qui serait un arabe israélien originaire de la ville de Shfarham. Son identité n'a pas été communiquée. Cette déclaration des forces de l'ordre survient suite à des informations qui avaient été annoncées et qui avaient attribué l'incident à une explosion d'agressivité suite à une amende que lui avait donnée un policier pour s'être garé sur une place réservée aux handicapés. La première victime a été touchée par la voiture à proximité du marché de la ville de Akko. Le conducteur a alors continué à rouler vers la gare et a fait donc 2 autres victimes. Le conducteur a été neutralisé par un officier de l'armée israélienne qui lui-même a été légèrement blessé. L'avocat du conducteur a déclaré qu'il s'agissait d'un accident de la route et que son client n'avait aucun rapport avec des activités terroristes. Trop, c'est trop. C'est ce qu'a déclaré hier soir le président de la communauté juive du Val d'Oise, René Tayeb, sur E24 News. Il réagissait à l'agression mercredi d'un petit garçon juif âgé de 14 ans devant la synagogue de Montmagny. C'est un acte supplémentaire contre la communauté juive et trop, c'est trop, a-t-il dit. Il ne faut surtout pas que la communauté juive de France devienne le chiffon rouge de la République. Je vous rappelle que 4 adolescents avaient été arrêtés à la suite de cette agression, mais que le parquet de l'Oise n'avait pas reconnu le caractère antisémite
de ces violences. Et puis on termine avec la cérémonie des Oscars qui a eu lieu cette nuit à Hollywood avec la victoire de La Forme de l'eau. C'est le film du Mexicain Guillermo del Toro qui a donc remporté il y a un peu plus d'une heure l'Oscar du meilleur film lors de la cérémonie des 90e, donc la 90e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée comme chaque année à Hollywood. Ce conte fantastique était l'un des grands favoris de la soirée. Il partait donc avec 13 nominations. Gary Oldman a été sacré meilleur acteur de l'année et Frances McDormand meilleure actrice. À noter qu'il n'y avait aucun film candidat israélien à cette cérémonie des Oscars. La météo israélienne pour terminer avec des températures estivales aujourd'hui, puisqu'il fera 26 degrés à Tel Aviv, 24 à Jérusalem, 30 à la mer Morte et 31 degrés à Eilat. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, notre premier invité, il s'agira du porte-parole francophone de Chasse, David Tempsted.